J'espère que tout le monde m'entend correctement et que vous arrivez à vous connecter. Donc, merci à tous pour votre participation à cette 7e session donc, des petits déjeuners de l'intelligence artificielle. Session consacrée aujourd'hui à un thème très intéressant, pas souvent abordé, celui des ressources humaines et de l'impact et des opportunités que crée l'intelligence artificielle sur les ressources humaines. Donc, je vais être poli, je vais me présenter. Je suis Valentin Hubert, délégué innovation et technologie de Syntec Numérique, comité transversal de Syntec Numérique qui traite notamment toutes les questions liées à l'IA, mais aussi les autres technos tels que la 5G ou même des innovations parfois non technologiques qui pourraient accompagner la transformation digitale des entreprises. Quelques petits mots de recommandation pour le confort de chacun. Nous sommes donc sur Teams, à savoir une solution qui permet d'échanger dans les deux sens, hein, pas uniquement des intervenants vers les participants, mais qui permettra à vous, participants, de prendre la main et de poser vos questions directement aux intervenants à l'issue de leur présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de couper vos micros, puisque ça permettra d'éviter les pourris parasites et donc de faire en sorte que on puisse bien comprendre les exposés de chacun sans encore une fois qu'il y ait de bruit qui viennent perturber leur exposé. Et donc, à l'issue des 3 présentations effectuées par nos intervenants du jour, afin de pouvoir poser vos questions et que tout le monde ne parle pas en même temps, vous avez une petite icône en haut à droite de votre écran qui s'affiche et qui vous permettra de lever la main. Et si vous en êtes d'accord, je vous donnerai la parole les uns après les autres pour que vous puissiez poser donc toutes vos questions à nos intervenants. Note importante également, cette visioconférence donc est enregistrée. Ce qui permettra de vous mettre à disposition le replay si jamais vous avez loupé des choses ou si vous voulez revenir sur certains points. La présentation sera également disponible via un lien en fait sur notre groupe Ensemble. Ensemble, c'est notre réseau social d'entreprise auquel j'invite à participer tous les gens qui ont suivi une ou autre session des petits déjeuners de l'intelligence artificielle, et ça vous permet de retrouver les différents replays et les différents supports, y compris des sessions auxquelles vous n'avez pas forcément pu assister. Voilà, j'en ai terminé avec ce propos liminaire. On va tout de suite laisser la parole donc aux personnes mobilisées aujourd'hui pour vous présenter les opportunités et les impacts de l'intelligence artificielle sur la gestion des ressources humaines. Donc, on va commencer avec Khaleda Zegli-Cherif, le CEO de Kali People, donc cabinet spécialisé dans tout ce qui est accompagnement RH, et qui nous parlera comment est-ce qu'on peut justement tirer profit de l'intelligence artificielle dans cette belle matière que sont les ressources ou les richesses humaines, comme on le dit parfois, et elle nous fera un petit focus aussi sur la manière dont les RH sont transformés par cette nouvelle techno. Ensuite, Paul Courteau, CEO de NeoBrain, lui, nous fera un retour d'expérience sur un cas d'application de l'IA sur un projet RH de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ensuite, Charles-Éric Delachapelle, CEO de Myriad, qui lui nous présentera un outil de recrutement qui permet d'éviter des biais et de traiter massivement des CV. Et ensuite, on aura une bonne session d'échange, de questions-réponses pendant 10 à 15 minutes en fonction du temps qu'il nous reste. Voilà, sans perdre de temps, je donne la parole à Khalida afin qu'elle puisse donc nous présenter sa partie. Je coupe la présentation et je la laisse prendre la main. Merci Valentin. Merci pour cette introduction. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de se rendre compte qu'effectivement, les RH, les PDG, y compris, sont prêts en fait pour intégrer de l'intelligence artificielle dans la manière dont ils s'occupent des ressources humaines. Alors, 3 chiffres à partager avec vous ce matin. 66% des PDG estiment que l'IA peut apporter une valeur significative aux RH. Donc, c'est dire s'ils sont déjà prêts. Au niveau des professionnels de ressources humaines, ils sont 50% à reconnaître que l'IA a le pouvoir de transformer les dimensions clés des ressources humaines, et ils sont un peu plus, 54% des mêmes professionnels RH qui pensent que l'IA affectera le rôle clé, leur rôle en fait dans l'organisation des ressources humaines. Donc c'est dire si effectivement un domaine comme les ressources humaines qu'on aurait pu penser plutôt réticent, plutôt craintif en fait, est prêt finalement à intégrer des nouvelles technologies dans la manière de procéder, dans la manière de gérer les ressources humaines en entreprise. Voilà, donc les esprits sont prêts. Regardons maintenant
quels sont les défis auxquels justement sont confrontés ces professionnels des ressources humaines. Le premier défi majeur que vit un DRH, c'est attirer, recruter et fidéliser les talents. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire bâtir une marque employeur qui soit en lien avec les valeurs et la culture de l'entreprise, mais ça veut dire aussi adopter des process de recrutement qui soient efficaces, qui soient up-to-date, qui vont proposer une expérience collaborateur, une expérience candidat, etc. Deuxième défi auquel les RH sont confrontés, c'est d'augmenter durablement l'engagement des talents. Alors là, ça veut dire faire en sorte que les collaborateurs, quels qu'ils soient, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour les missions qu'on leur a confiées. Et ce, quelle que soit la durée de leur passage dans l'entreprise. Ça peut être un stagiaire, ça peut être un CDD, ça peut être un CDI qui va rester 2 ans, 3 ans, 20 ans. L'idée, c'est de faire en sorte que son engagement soit le plus durable dans l'entreprise. Troisième défi auquel sont confrontés les DRH, former les collaborateurs pour s'adapter à leur futur métier, à développer leur capacité à apprendre, et notamment dans le cadre de la mobilité interne. L'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'ils soient les mieux préparés à pouvoir changer d'emploi, changer de fonction à l'intérieur de l'entreprise. Mais un quatrième défi vient s'ajouter à ça, c'est-à-dire que quand on parle de mobilité externe, le jour où l'expérience entre le collaborateur et l'entreprise se termine, pour quelque raison que ce soit, les DRH ont de plus en plus ce nouveau défi, c'est de préparer les collaborateurs à plusieurs vies professionnelles. Ça veut dire aussi les former à tout ce qui est compétences comportementales, soft skills comme on dit, et les postures essentielles pour s'adapter à de futurs environnements, à de futurs métiers, et toujours de développer leur capacité à apprendre. Alors face à ces 4 défis, je pense pour ma part qu'il y a 5 principaux bénéfices à intégrer de l'intelligence artificielle dans les process de ressources humaines. Le premier bénéfice, c'est d'automatiser les tâches à très faible valeur ajoutée et de réduire ainsi la charge administrative. Alors non seulement l'IA va permettre de traiter des données plus rapidement que l'humain, mais cela permet également de traiter des données massives, des données en volume, des données plus larges. Et en RH, que ce soit en recrutement ou en gestion des talents, ça permet d'attirer aussi l'attention sur des profils qu'on ne soupçonnerait pas, en réduisant les biais notamment, mais on va le voir un peu plus tard. En outre, le fait d'avoir des candidats qualifiés par des outils, ça raccourcit le délai, ça raccourcit les délais, les processus de recrutement, ce qui permet de libérer plus de temps pour analyser de façon stratégique l'adéquation d'un profil par rapport à un poste. Si on reste sur le sujet du recrutement, quand on est dans un process de recrutement traditionnel, ça exige une action humaine de A à Z, de rechercher les candidats, filtrer les CV, sélectionner des profils, faire passer des entretiens, voire des tests, et puis prendre des décisions d'embauche, des décisions de recrutement. L'IA, quand elle est intégrée à certains de ces processus, elle permet de sourcer plus de profils, d'affiner la sélection en fonction des compétences, qu'elles soient compétences techniques ou compétences comportementales. Alors bien sûr, l'outil ne remplacera pas pour autant complètement la décision finale, mais ça va permettre d'accélérer le processus. Et vous le verrez avec Charles-Éric tout à l'heure, qui nous présentera une solution de recrutement qui justement intègre de l'intelligence artificielle. Troisième avantage, troisième bénéfice à intégrer de l'IA, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de réduire les biais. Alors les biais cognitifs, par nature, ils sont inconscients. On parle de biais cognitifs inconscients, on parle de raccourcis que le cerveau humain va opérer de façon à prendre une décision assez rapidement. Le fait d'intégrer de l'IA dans des processus de recrutement, dans des outils de sourcing, permet, quand ils sont bien programmés, bien entendu, il ne s'agit pas d'intégrer un biais dans l'IA, mais quand ils sont bien programmés, ça permet de réduire justement l'IA. Alors en matière de recrutement, on identifie à peu près 12 biais cognitifs. Alors je vais vous citer un exemple. Expedia, par exemple, aux États-Unis, a commencé à utiliser une application d'intelligence artificielle qui lui permettait de transformer la rédaction de ses descriptions de postes et encourager davantage de femmes à postuler. Ils avaient une problématique, c'est de ne pas attirer suffisamment de femmes. Et ils se sont rendus compte en utilisant une application d'intelligence artificielle que la sémantique utilisée, le langage utilisé dans leurs offres d'emploi attirait d'une certaine manière un peu plus les hommes que les femmes. Et en utilisant cette application qui s'appelle Textio, qui est donc une application américaine, alors l'application relie en fait les descriptions de job, relie les offres d'emploi et va identifier des expressions
qui justement attirent un peu plus d'hommes. Par exemple, sur une offre d'emploi, si vous êtes une rockstar, ils se sont rendus compte à l'usage que ça attirait plus d'hommes que de femmes. Donc l'application sert à tous les responsables RH pour relire leur description de job et leur signaler dans le texte des éléments, des groupes de mots ou des termes qui sont sujets à interprétation plutôt féminine ou masculine. Et en corrigeant, et l'application propose aussi des alternatives. Donc en corrigeant cette description de poste, après 6 mois d'utilisation chez Expedia, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus de candidates femmes qu'auparavant. Voilà, donc c'est un exemple d'application de l'IA et qui permet de réduire les biais. Autre avantage de l'IA, c'est tirer profit, bien entendu, du volume de données. Vous le savez, la technologie permet de traiter des données en masse. Et en matière RH, vous savez que les données sont souvent disparates. Elles sont stockées dans différents systèmes, chez différents acteurs RH, voire dans différentes localisations, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de centraliser en fait toute cette data pour justement lui faire donner sens. Et depuis des années, les entreprises recueillent des données sur leurs clients afin de mieux comprendre leur comportement futur d'achat. Tout l'enjeu, et l'objectif, c'est de faire de même avec les talents. C'est de rassembler toute cette donnée pour pouvoir leur proposer des parcours collaborateurs, pour pouvoir leur proposer quelque chose. Alors oui, la fonction RH a un peu de retard sur le sujet pour exploiter toute la donnée RH, je vous l'ai dit, qui est souvent disparate, mais les technologies sont disponibles aujourd'hui en fait. Et donc, je dirais que ça augure de très beaux projets à l'avenir. Alors bien entendu, attention, quand on traite de la donnée en plus RH, il faut identifier les finalités, il faut identifier les risques associés à utiliser ces données, il faut déterminer les données à suivre, les analyser, les gérer, les protéger. Et en clair, on ne peut pas faire d'IA aujourd'hui sans avoir une véritable gouvernance des données et une gouvernance de la technologie. Cinquième bénéfice à utiliser de l'IA en RH, c'est de pouvoir individualiser et personnaliser l'expérience collaborateur. Toutes les technologies qui vont améliorer l'expérience collaborateur, l'expérience candidat aujourd'hui et répondre à ces attentes numériques, parce qu'on est face à des candidats qui sont de toute façon très très bien outillés dans la sphère personnelle. Donc toutes ces technologies vont permettre de distinguer les entreprises les unes des autres. Et en matière de gestion des talents, l'IA intégrée dans des solutions permet d'identifier les salariés à risque, bien entendu, mais également de proposer des parcours professionnels et de retenir les talents. Et c'est ce qu'on verra avec Paul Courteau juste après. Deuxième question qui était proposée dans le cadre de ce petit déjeuner, c'est comment le rôle des RH est transformé. Alors, le DRH va devoir devenir un stratège. Il va devoir, en lien avec les métiers, bien entendu, éclairer, anticiper les transformations de l'organisation. Il va contribuer à faire comprendre les enjeux de l'IA. Il va falloir qu'il prépare les dirigeants, les collaborateurs, toutes les parties prenantes aux spécificités de la transformation qui est liée à l'IA pour en faciliter l'adoption. Ça veut dire mettre en place des évaluations d'impact en termes d'emploi, en termes de compétences, de mesurer les transferts de tâches. Ça veut dire aussi, en fonction justement de ce transfert de tâches et de cette automatisation, garantir la qualité des emplois de demain, dans un contexte d'interaction homme-robot, homme-machine. Mais ça veut dire aussi accompagner toutes les évolutions majeures dans le rôle des managers aux différents niveaux. Il devient pour cela augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est que le DRH augmenté? C'est celui qui va créer le cadre de confiance pour que le déploiement de l'IA se fasse dans de bonnes conditions. Il va organiser une tour de contrôle interne et externe sur les sujets, sur les questions d'éthique, pour garantir la confiance. Il va accompagner les nouveaux modes de fonctionnement induits par l'IA. Il va notamment assurer transversalité et transparence. Et puis, il va aussi s'assurer que sa propre fonction RH se transforme elle aussi dans ses process, mais aussi dans ses modes de fonctionnement, dans tous les différents domaines RH, que ce soit le recrutement, la formation, la mobilité. Et souvent, on parle de DRH garant des compétences. Alors, effectivement, sa mission, c'est d'accompagner, d'adapter le capital humain de l'entreprise et d'avoir des actions qui sont relatives à la formation, à la reconversion. Alors, on va en parler juste après, mais la gestion de l'emploi et des compétences, pour prendre en compte l'IA, c'est aussi pour mettre sous contrôle les recrutements.
pour identifier les compétences qui sont nécessaires à la production d'IA aussi, pour sécuriser le sourcing. C'est aussi intégrer des scénarios de développement de nouvelles activités qui sont liées à l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et c'est adapter aussi tous les outils de formation pour faire face à une accélération des volumes et une évolution des contenus de formation. Alors, maintenant qu'on a vu comment ce rôle pouvait être transformé, regardons quels sont les 3 niveaux d'intégration si on s'attache au développement des talents. Je note, moi, 3 niveaux d'intégration de l'IA dans le développement des compétences. On reste sur ce dernier volet de développement des compétences. Il y a un niveau stratégique, il y a un niveau macro et il y a un niveau micro. Alors, sur le volet stratégique, on rentre là dans le sujet assez, j'ai envie de dire, assez classique pour nous professionnels des RH, qui est le Strategic Workforce Planning, donc qui est la gestion stratégique de l'emploi et des compétences, mais qui est facilitée aujourd'hui par les outils. Auparavant, on était avec Excel et des millions de lignes d'Excel. Aujourd'hui, des outils existent et permettent justement d'optimiser tout ce travail qui est fait. Alors, quand on fait de la gestion stratégique de l'emploi et des compétences, on travaille sur les axes stratégiques des métiers, ça part vraiment du top de l'entreprise. On demande bien entendu aux dirigeants, là où ils se voient dans 3-5 ans. On décline des axes stratégiques en termes de métier, on décline des besoins en compétences, aussi bien en termes qualitatifs que quantitatifs. Ensuite, on procède à une cartographie des stocks de compétences, encore une fois quanti et quali, et on analyse en fait les écarts entre les besoins et les stocks. Ce qui amène souvent à formuler des plans d'action, soit de recrutement, soit de formation, que ce soit en upskilling ou en reskilling. Pour ça, aujourd'hui, grâce à l'IA, vous avez des solutions digitales qui permettent de faire la cartographie dynamique des compétences et de les projeter par rapport aux besoins métiers. Si on descend à un niveau un peu plus macro, après avoir fait cette cartographie, on va être en mesure de proposer des parcours de formation en fonction des métiers, en fonction des niveaux, bien entendu, souhaités d'upskilling ou de reskilling, mais aussi en fonction des parcours souhaités par le collaborateur, et des formations déjà effectuées, des habitudes de l'apprenant, etc. Et pour cela, on a des solutions de type LMS qui permettent de proposer une expérience assez personnalisée, mais en fonction des objectifs de développement des compétences. Et là, vous avez, si vous restez au niveau macro, vous avez des applications LMS qui restent à ce niveau macro et qui proposent à tout un chacun une formation A, mais avec les mêmes sujets, les mêmes thèmes, etc. Si on descend à un niveau micro, ce qui est permis aujourd'hui par des applications digitales, là, on va rentrer dans un parcours de formation assez personnalisé et on va s'attacher à regarder ce que fait véritablement l'apprenant sur l'application. On va analyser ses difficultés, on va analyser ses progrès, on va analyser ses appétences en fonction des typologies d'exercices. Est-ce qu'il est plutôt performant sur des QCM? Est-ce qu'il est plutôt performant sur des questions ouvertes? On va analyser aussi son assiduité, voir sa fréquence aussi de connexion à l'application. Est-ce qu'il est plutôt du soir? Est-ce qu'il est plutôt du matin? Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut lui apporter des alertes pour lui rappeler de se former, à quel moment de la journée, etc. Et donc, on va personnaliser de façon assez, je dirais, poussée, en fait, son parcours, on va personnaliser son expérience. Et là, ça va être en fonction de son rythme et en fonction de ses progrès. On est dans ce qu'on appelle adaptive learning et qui s'attache véritablement au collaborateur lui-même. Bon, alors, vous voyez qu'il y a énormément de potentiel et bon, un boulevard, pour ceux qui aiment la techno et les RH comme moi, je dirais que c'est un boulevard de recherche et d'application. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant avec Paul qui va justement vous présenter un REX, donc d'un projet qu'on a conduit ensemble sur le sujet. Merci beaucoup, Khalida. Je laisse donc Paul prendre la main, voilà, pour nous présenter ces slides. Merci beaucoup pour cette première partie très éclairante. Paul, c'est à vous. Super, merci beaucoup, merci Khalida. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que Khalida disait, donc et je vais vous présenter, là l'idée c'est de soulever un peu le capot. Je crois que vous avez eu déjà plusieurs petits déjeuners autour de cette thématique, donc vous avez déjà un super niveau d'expertise. Donc on va soulever un peu le capot et vous montrer comment l'intelligence artificielle peut s'appliquer à la gestion des talents et des compétences et vous montrer un cas concret.
Donc, deux sujets. Un, comment marche le cœur du système, comment ça se passe concrètement, et où est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter réellement de la valeur ajoutée dans le parcours d'un collaborateur, et surtout savoir faire la différence entre de l'intelligence artificielle, de l'algorithmie, du process, parce que souvent, effectivement, tous ces éléments se mélangent un peu, et c'est pas forcément les mêmes approches, les mêmes méthodes, et donc voilà, on va voir ça ensemble. Premier point, c'est concrètement quel problème cherche-t-on à résoudre sur sur l'intelligence artificielle liée à la gestion des compétences. Deux challenges principaux. Le premier, c'est d'anticiper les besoins en compétences des organisations et s'assurer d'avoir la bonne compétence au bon endroit, au bon moment. C'est le point essentiel finalement de la gestion des compétences, c'est de faciliter cette allocation en interne dans les organisations. Le problème principal que toutes les entreprises rencontrent quand on parle de compétences, c'est le langage commun. Donc, on passe des mois, des années à bâtir des référentiels communs de compétences qui, dans la pratique, au bout de soit ils sont communs, ils sont souvent trop rigides et ne représentent pas forcément le terrain, soit ils sont très spécifiques et très détachés dans les métiers. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir une vue consolidée et très difficile aussi d'utiliser la compétence comme dénominateur commun sur, par exemple, de la mobilité interne, sur du staffing d'équipe projet. Donc, ce sujet du langage, le langage commun est complexe à adresser. Et donc, comment on introduit l'intelligence artificielle dans la gestion des compétences? Il y a deux choses qui sont importantes. Et là, je vais juste vous donner quelques éléments des dernières évolutions, ou même presque, je peux dire révolutions, qui sont arrivées dans ce secteur récemment et qui ont permis de débloquer, de déverrouiller beaucoup de choses. Le premier, c'est d'être capable d'avoir un système qui soit entraîné et capable de comprendre la sémantique liée aux compétences. Donc, on parle de NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing. C'est passé, parce que initialement, la data science, l'intelligence artificielle, était principalement appliquée à la finance parce qu'on travaille sur des données quantitatives qui étaient proprement décrites, normées par des organisations qui les validaient. Et là, avec cette technologie de Natural Language Processing, on commence à s'ouvrir à des champs qui sont intéressants, qui est celui du traitement de la langue, et notamment dans les textes non structurés. Et là, il y a une des révolutions principales qu'on a connues récemment, c'est cette notion, c'est BERT. Alors BERT, c'est pas un petit nom qu'on donne, c'est le nom le nom un peu barbare, c'est Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Donc c'est un modèle qui a été bâti par Google, et juste vous expliquer ce qui fait que ce modèle a complètement révolutionné, a fait passer dans une autre dimension le traitement de la langue et donc la compréhension des compétences par un outil, c'est qu'on a finalement en face de ce modèle BERT, on a les modèles qu'on appelle directionnels, c'est-à-dire on lit un texte de gauche à droite de manière séquentielle ou de droite à gauche, mais en tout cas c'est le sens logique qu'on utilise, versus ce qu'on appelle le codeur transformer qui lit la séquence entière des mots en une seule fois. Et donc ça permet l'essence de ce sujet, c'est d'être capable de lire le contexte de chaque mot. Donc, on est capable de contextualiser une compétence dans un texte non structuré. Et ça, je vais vous expliquer comment ça peut, du coup, donner des choses très intéressantes. Et le deuxième point, c'est que l'intelligence artificielle, si je grossis le trait, je simplifie le sujet un peu à l'extrême, c'est beaucoup de données. Donc, on parle de big data qui est l'un des pans de l'intelligence, l'un des sous-domaines nécessaires à l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce volume de données. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage de l'outil, qui soit on dit supervisé ou non supervisé. Donc, c'est cet apprentissage. Et donc, pour que ce soit vraiment de l'intelligence artificielle, ce qui est nécessaire, c'est que le système, dans vos processus, introduise une boucle d'apprentissage, que derrière, on soit capable de récolter de l'information et de créer un système qui va apprendre des feedbacks utilisateurs. Donc, ce que je disais, c'est big data et machine learning. Donc, un exemple concret d'application de l'intelligence artificielle, ça, je vous montre un peu le capot, j'en soulève un peu le capot de comment ça marche. En l'occurrence, c'est un des domaines d'application qu'on dit chez NeoBrain. C'est de pouvoir ici, on analyse quotidiennement 54 millions d'offres d'emploi dans une cinquantaine de pays différents. On a agrégé plus de 600 observatoires métiers. Et le principe, c'était d'apprendre à un système, comme à un enfant, à qui on apprend à marcher. On lui a dit, regarde, là, 600 observatoires métiers, on a des professionnels qui ont passé des centaines, des milliers d'heures à décrire des compétences de manière propre et structurée. Donc, la sémantique est valide. Donc, voilà des compétences. Ça, c'est des compétences. Et derrière, ce qu'on lui a demandé, on lui a dit, va reconnaître sur ces compétences, essayer de les reconnaître dans ces offres d'emploi. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous permet, donc, ce système
apprend la compétence et va nous permettre de mettre à jour ce qu'on appelle une ontologie de compétences. On en a à peu près 67 000 aujourd'hui, dont au démarrage, les deux premiers tiers de ce 67 000 sont des compétences qui sont issues des observatoires, que ce soit Rome, ESCO, ONET, ou on a en France les observatoires de branche, SIGREF, OPIEC pour les fonctions IT, on va retrouver, voilà, il y a tous ces observatoires, et derrière, on va aussi le système va être capable, et c'est ce dernier tiers de compétences qui vient nous amener jusqu'à ce compte des 67 000, c'est des compétences qui sont détectées dans les offres d'emploi avant même qu'elles soient intégrées dans des observatoires. Et le système va être capable de comprendre en disant, OK, là, vous me parlez d'une activité, là, vous me parlez d'une mission, là, ça, c'est une certification qui est un prérequis à l'accès à l'emploi. C'est capable de contextualiser les blocs d'une offre d'emploi, quelle que soit la manière dont elle est rédigée et son format. Et donc maintenant, si on rentre un peu dans la vie d'un collaborateur, parce que tout ça, c'est sympa, mais comment ça s'applique concrètement? Donc là, on a essayé de schématiser un parcours type d'un collaborateur. Alors, en bon français, on va parler d'upskilling et de reskilling. Donc, on va essayer de couvrir à travers ce parcours plusieurs moments clés dans la vie d'un collaborateur. Et ce qui est important, c'est de comprendre ça avec ce radar, c'est-à-dire rouge, un label rouge, c'est là on a de l'intelligence artificielle. Label jaune, c'est soit du processus ou de l'algorithme, c'est de l'algorithmie simple. Donc c'est important, et c'est important que vous le sachiez parce que toutes les startups aujourd'hui de la place parlent d'intelligence artificielle. Quand on clique sur un bouton et que quelque chose apparaît, c'est hyper important de savoir distinguer la différence entre qu'est-ce qui est de l'algorithmie, donc c'est-à-dire je mets des coefficients qui sont à la main d'un humain qui dit bah, moi ça, je pondère ça de telle et telle manière, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire que le système apprend au fur et à mesure et améliore, mais s'auto-améliore. Et c'est vraiment deux pans différents avec deux cas d'usage différents. Et après, Gris, c'est des événements hors plateforme dans son parcours. Donc là, on va s'intéresser au cas de Marie. Donc Marie, elle est initiée au nouveau système simplifié de gestion des talents. Elle souhaite évoluer vers le rôle de chef de projet. Elle va pouvoir, donc elle accède à une interface, à son outil, et elle va pouvoir à tout moment accéder à un profil générique de compétences qui sont liées à son emploi. Donc, en amont, l'entreprise a décrit les compétences liées aux emplois. Marie est rattachée à cet emploi, donc Marie va retrouver par défaut ses compétences dans son profil. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est important, c'est juste du processus, c'est un process simple. Donc, il n'y a rien de magique derrière ça, c'est juste du process. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est qu'on va demander demain à Marie d'importer son profil LinkedIn ou son CV, et le système va lui suggérer des compétences qu'elle a pu développer lors d'expériences précédentes. Et c'est là où l'intelligence artificielle joue son rôle. Et donc, si on soulève un peu le capot, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, comment le système va processer cette information? Le premier, alors, on va extraire, donc, être capable de dire ça, c'est une expérience, ça, c'est une formation. Donc, il faut juste mettre les informations dans les bonnes cases, ce qu'on appelle du parsing de CV. Rentrer les informations dans les bonnes cases de manière structurée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va analyser donc chaque expérience du collaborateur. Donc, on va dire, on va prendre l'intitulé de son poste. On va prendre l'entreprise, c'est-à-dire sa taille, son secteur d'activité. On va prendre aussi des informations liées à sa durée en poste, combien de temps et pendant combien de temps il a exercé cet emploi et quand est-ce qu'il a terminé. Et avec ces informations, on va relier l'emploi à notre ontologie de compétences en disant, je sais pas, cette personne, elle s'appelle, elle dit que c'est, je sais pas, voilà, chef de projet digital. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre système? Nous, dans la base, avec tous les observatoires, tous les métiers, à quoi on peut le rattacher? Donc, il y a ce premier travail capable de recontextualiser, même s'il n'y a aucun mot commun aux deux phrases, d'être capable de comprendre qu'on parle du même métier. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, c'est l'analyse d'occurrence de compétences dans les offres d'emploi. Et donc là, ça va être intéressant, c'est qu'on va mesurer la criticité de la compétence parce que finalement, ces observatoires ou ces bases de compétences, on va relier à un emploi, mais ces emplois, on va retrouver peut-être, je sais pas, 50, 60, 70 compétences parce que c'est des observatoires, c'est un métier type qui doit être capable de couvrir les différentes nuances, variantes de ce métier. Et donc, c'est là où il va falloir qu'on sache hiérarchiser les compétences et on va aller chercher un pool d'offres d'emploi. Ça peut être 2000, 3000, 4000 offres d'emploi qui vont correspondre à l'intitulé de l'emploi de la personne, mais aussi des offres d'emploi qui ont été diffusées par des entreprises d'une taille équivalente et du même secteur d'activité. Et en faisant une analyse d'occurrence dans ces offres d'emploi, on va comprendre quelles sont les compétences qui reviennent principalement et qui semblent particulièrement critiques ou importantes pour accéder et réussir dans l'emploi.
Et une fois qu'on a fait tout ça, on va lui proposer à Marie, on va dire voilà, 10 à 15 compétences clés que vous avez développées dans votre parcours. Et là, Marie, on va lui demander de corriger, de dire non, mais ça, non, ça vous m'avez proposé ça, mais non, je ne vais pas intégrer cette suggestion, merci. En revanche, celle-ci, oui, ça, effectivement, c'est pertinent. Et puis, je vais m'évaluer dessus. Et là, c'est là où la boucle d'apprentissage joue son rôle. Le système va apprendre du feedback de Marie. Et demain, toute personne ayant un profil similaire, proche, des caractéristiques proches au profil de Marie, va permettre de s'appuyer, de capitaliser sur les commentaires, en tout cas l'apprentissage qu'a donné Marie. Une fois qu'on a fait ça, donc Marie va s'auto-évaluer et indiquer sa motivation sur la base de ses compétences. Son supérieur, son manager va l'évaluer également. Pareil, on est dans du processus, c'est très simple. Le processus d'évaluation va mettre en évidence un domaine de développement essentiel pour Marie. Et donc là, elle va en discuter avec son manager pour voir comment combler l'écart. Et la 8e étape, donc là, on est dans du process simple. Et 8e étape, là, on va retrouver un truc intéressant. C'est la plateforme qui va lui suggérer des formations susceptibles de booster sa carrière en piochant dans le catalogue interne ou externe à l'entreprise. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que le manager, souvent, il peut se retrouver démuni parce qu'il ne connaît pas toutes les finesses du catalogue de l'offre de formation. Donc, quand il va devoir discuter avec son collaborateur, il va parfois être un peu en difficulté sur le bon choix de formation à proposer à son collaborateur, au-delà des autres actions apprenantes sur le terrain. Et donc, c'est là où le système va pouvoir jouer à son rôle. Et donc là, comment ça se passe? Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode de clusterisation. C'est-à-dire qu'on va identifier les formations les plus utiles en fonction du projet cible grâce à l'analyse des formations utilisées. Alors là, c'est important parce qu'on va lier deux choses. L'analyse des formations qui ont été utilisées ou qui ont été suivies liées à l'historique des mobilités. Pourquoi? C'est qu'en fait, on doit être capable, il faut qu'on arrive à trouver une corrélation en disant telle personne a suivi telle formation et elle est passée d'opérateur de maintenance à technicien de maintenance. Ok, donc on comprend que cette formation, a priori, a un impact réel, elle vient influencer le parcours du collaborateur. Et donc, en reliant ces deux informations, on va pouvoir aider à comprendre, dans tel cas, en fonction de tel objectif, on va pouvoir vous proposer telle et telle formation qui sont pertinentes. Et là, parce qu'on se dit souvent, attendez, moi, l'historique des mobilités, où est-ce que je vais trouver cette information? Autant l'historique des formations, à travers différents plans de formation successifs, ça se retrouve. Par contre, l'historique des mobilités, vous êtes sympa, mais moi, j'ai changé de SIRH il y a un an, on a scratché cette information, comment je le retrouve? Là, c'est plutôt une bonne pratique. Savoir que dans la DSN, donc le fichier qui est issu de votre système de paye pour gérer le lien avec les mutuelles, etc., ce fichier garde l'historique des mobilités parce qu'il va garder chaque changement de contrat du collaborateur. Et donc, parmi les changements de contrat, il y a le changement du libellé de l'emploi. Et c'est là où l'intelligence artificielle joue son rôle. C'est que souvent, on va dire, ouais, mais l'organisation a changé plein de fois, à quoi on le rattache? Là, le système, avec justement ce libellé, va être capable d'essayer de comprendre de quel emploi on parlait. Et avec cette méthode dite de clusterisation, on va être capable de recomposer un semblant d'organisation historisée qui va nous permettre de pouvoir pousser la bonne formation à la bonne personne. Et donc, pour les plus curieux, je vous ai mis ici un lien dans le format, ça s'appelle APA Format, qui est le lien académique de papier de recherche sur lesquels on s'appuie pour travailler sur ces méthodologies. Et donc là, en l'occurrence, c'est un zoom sur la clusterisation. Une fois que Marie a fait cette étape, donc elle va, suite à sa promotion, elle va se former. Sa qualification va automatiquement être enregistrée dans son profil de compétences, pas de double saisie. Et on capitalise sur cette information. C'est du process très simple. Un an après, Marie commence à se poser des questions. Elle a envie de bouger, elle a envie d'évoluer. Et c'est là où le système va jouer pareil son rôle. Dernier point de contact intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est le système va alerter Marie sur les futurs rôles potentiels et les opportunités de formation en fonction de son profil et de ses ambitions. Et là, comment ça se passe? Pareil, on reprend méthode de clusterisation. Donc, on va identifier les prochains emplois qui sont pertinents pour Marie en fonction de parcours similaires. Mais on va aussi aller identifier la proximité de compétences grâce au modèle BERT dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire comment on répond à une question simple auquel tous les RH sont confrontés. C'est combien de temps est nécessaire pour acquérir la compétence X si je maîtrise la compétence Y. C'est tout le principe, c'est que souvent dans ces systèmes, je ne sais pas si vous partagez ça, mais ces processus d'évaluation de la compétence se font souvent par des tableurs Excel. On va cartographier des compétences internes avec des listes. Et après, pour déterminer des passerelles,
c'est du matching simple, c'est-à-dire est-ce que la compétence est présente ou pas. Or, par exemple, si j'ai déjà maîtrisé, je sais pas, l'outil Jira, qui est un outil de gestion de projet pour les fonctions IT, si je maîtrise Jira, j'ai déjà peut-être quelques premières bases qui peuvent me permettre d'accélérer mon développement de la compétence gestion de projet, par exemple. Voilà, donc, c'est cette notion de lier les compétences entre elles pour comprendre comment la maîtrise d'une compétence influence le développement d'une seconde. Et c'est là où le modèle BERT permet, entre autres, de faire ça. Et donc là, pareil, je vous ai mis un lien qui pointe vers un papier de recherche intéressant de 2018 sur le sujet de l'entraînement grâce au modèle BERT. Et là, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de rentrer concrètement, parce que maintenant, si on parle d'un cas client concret, alors bien sûr, on ne peut pas citer, donc ce sera, la plateforme est aux couleurs du syntaxe numérique, mais par contre, on va vous présenter concrètement comment ça se passe, ce parcours utilisateur, comment ça se traduit, et passer des slides à la pratique. Et donc là, pour vous présenter comment ça se passe, donc on va découvrir le parcours en tant que salarié d'abord, puis on ira voir le manager et le RH. Donc en tant que salarié, j'accède à mon interface et au démarrage, on va me faire passer à travers un rapide processus dans lequel je vais pouvoir au démarrage donc m'auto-évaluer, évaluer ma motivation, intégrer les recommandations de mes pairs, valider avec mon manager, et puis après bâtir mon plan de développement, et puis enfin faire éventuellement un point d'étape un mois après. Première chose, c'est qu'on va m'inviter à rentrer et à compléter mon profil. Pour ce faire, donc je vais renseigner, comme on le disait tout à l'heure, l'expérience. Donc j'importe mon CV ou mon profil LinkedIn. Le système va me suggérer des compétences liées à mon emploi actuel, mais aussi liées à des expériences passées ou extra-professionnelles. J'évalue ma motivation et ma maîtrise de la compétence. Et ici, ça va me permettre de voir tout de suite un feedback instantané de la plateforme, mes compétences corrélées par maîtrise et motivation. En vert, je souhaite capitaliser sur ces compétences. En bleu, je souhaite me former. Orange ou rouge, j'ai beau être un expert, j'ai plus du tout envie de faire ça demain. Et ça, c'est clé parce que je prends un exemple là, que je peux citer du groupe Renault. On a réussi à amplifier de 60% la mobilité interne transversale en tenant compte de cette matrice de compétences. Et donc, on parle de mobilité interne. Donc, je vais me projeter vers des métiers qui pourraient me correspondre, le métier de webmaître, différentes appellations. Et là, je vais pouvoir visualiser concrètement quels sont les écarts de compétences entre en noir mon profil actuel et en vert le niveau attendu. Je visualise ces gaps et je vais pouvoir travailler sur le meilleur plan d'action pour combler cet écart. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le lien avec mon plan de développement des compétences. Et donc, c'est là où on va pouvoir définir, le système va pouvoir suggérer des objectifs de développement et y attacher des actions apprenantes. Alors, en tant que manager, comment ça se passe? Comment ça se traduit? Donc là, je cherche un chef de projet digital, par exemple. Je cherche quelqu'un qui soit particulièrement créatif. Le système va venir me proposer des profils qui correspondent à mon besoin. Tout simple. Je vais accéder à mon staffing. En tant que RH, je vais avoir une vue consolidée. Je vais voir, là, c'est sur le plan de développement des compétences. Je vais retrouver mes collaborateurs, donc voir sur quel emploi il y a des écarts importants de compétences. Je vais pouvoir identifier si j'ai des experts à risque de départ. Est-ce que j'ai des experts? Donc là, j'ai 15 experts, voici les noms. Et donc après, ça va me permettre d'identifier si j'ai des risques de perte de compétences, donc des compétences à risque ici. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois critiques et qu'elles deviennent pénuriques. Voilà comment se traduit ce parcours concrètement sur la plateforme. Alors, c'est en synthèse, hein, c'est en 2 minutes 30. Et donc, je vais vous laisser avec Charles-Éric pour présenter comment un autre cas d'usage de l'intelligence artificielle appliqué, entre autres, au recrutement. Merci beaucoup pour cet exposé très clair, Paul. Effectivement, je vais reprendre la main du coup pour pouvoir basculer sur la troisième et dernière partie de cette matinée, qui est une présentation d'un outil donc par Charles-Éric de La Chapelle. Charles-Éric, je te laisse la parole. Pense bien à réactiver ton micro. Bonjour à tous. Très rapidement, on va passer quelques slides, mais je pense que l'essentiel a été dit par Khaleda et Paul sur l'intérêt de l'IA, éviter les biais. Donc nous, on a développé effectivement un moteur, on a 2 applications. L'une qui est pour un moteur d'intelligence artificielle pour détecter les compétences et utiliser ces compétences à des fins de matching. Donc on a conçu une solution qui ressemble peut-être en moins élaborée que celle de Paul pour la mobilité. Et on a une solution qui est un moteur, donc qui n'a pas vocation
à être proposés directement au marché, mais qui s'intègrent dans les SIRH existants. Donc, nos clients sont finalement des SIRH et on propose la composante de parsing, c'est-à-dire de détection de ce qu'il y a de tous les éléments constitutifs du CV, dont les expériences. Et effectivement, on utilise des référentiels existants ou ceux qu'on a créés de manière à pouvoir identifier quelles sont les compétences et au travers des expériences. Et on arrive aussi à donner un score à chaque compétence, donc on va dire un indice de puissance de la compétence dans le CV en fonction de l'expérience. Et de la même manière, on va faire ça avec des annonces ou avec des descriptifs de poste, et on va arriver à créer, si j'ose dire, des contextes mathématiques globaux et à calculer le niveau de proximité qu'il y a entre un contexte qui va être une annonce et un contexte qui va être un CV. Et on va être capable également, ce n'est pas une boîte noire, d'identifier les principaux points saillants. Donc on ne le verra pas dans la démo, mais on peut par exemple imaginer de superposer des octogrammes et de voir les 8 points saillants des 2 CV et de voir ce qui match et le cas échéant, ce qui... Donc on va passer à la démo. Je ne vous cache pas que je ne suis pas certain que ça marche, parce que depuis ce matin, c'est une plateforme. Donc c'est notre plateforme intégrée à un outil du marché, qui est donc un de nos partenaires. L'outil s'appelle Bond Manager. C'est un ERP pour les sociétés de conseil. Et donc, avec cet ERP, les sociétés de conseil gèrent les besoins en recrutement qu'ils ont, les candidats et les recherches de candidats. Alors, je vais sur le bon écran. Voilà, donc on a une erreur, ce qui ne me tranquillise pas. Donc on va aller sur le parsing de CV pour commencer. Donc imaginons que je sois le recruteur de la société Boon Manager. Je fais des tas de recherches sur LinkedIn. Et le problème, c'est que quand je fais mes recherches sur LinkedIn, quand je fais une recherche, pour arriver à la traiter, il faut que j'ai 30 à 60 CV. Si j'en ai 400, c'est très difficile. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets des filtres. Et en mettant des filtres, je me coupe du marché et je me coupe d'opportunités. Plus je mets de filtres, plus j'enlève des candidats potentiels qui auraient pu cependant être intéressants, mais que simplement, je n'ai pas le temps de lire. Je me permets de te demander de partager ton écran, puisque on était sur tes slides. Oui, bah oui, ça paraît une excellente idée. Je te laisse reprendre la main. Oui. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait, ça s'affiche, merci. Voilà, alors donc pardon, donc on était sur l'outil Boon Manager, on est donc sur l'outil Boon Manager dont je vous parlais et j'expliquais que le recruteur dans la société Boon Manager, dans la société X qui est client de Boon Manager, donc de cet ERP, le recruteur, il va aller sur LinkedIn, il va rechercher un analyste et des gens qui font des analyses de données, et il va se retrouver avec, il va taper les mots-clés principaux, data analyst, Paris, avec une connaissance de Amazon Web Services et maîtrisant Python. Et là, paf, il a 400 CV. Il n'a pas le temps de les lire, donc il va rajouter des filtres qu'il va imaginer pour réduire le scope tout en ayant les bons candidats. Et au final, il va avoir une trentaine de candidats, dont 5 correspondront. Mais s'il avait utilisé l'IA, il aurait peut-être eu 5 candidats, mais 5 candidats. Donc en tout, il en aurait eu 10. Et il aurait eu un panel de choix de candidats pertinents, plus important. Donc du coup, voilà la finalité de cet outil. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On fait une recherche Syntec démo. J'ai déjà sélectionné sur LinkedIn les CV que je voulais, enfin les 400 CV. En question. Je vais donc les chercher dans mes téléchargements. Donc là, j'en ai pas fait 400, mais j'en ai pris un paquet. Hop, voilà. Je prends les CV que j'ai sélectionnés et je les télécharge dans la plateforme.
zut. Hop, hop. Je les télécharge dans la plateforme Bound et c'est là que tout à l'heure la démo a planté, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir le ping sur AWS pour faire le traitement. Mais ce qui se passe chez Bound, et non pas sur la plateforme de démo, c'est que là, les CV sont parsés, c'est-à-dire ils sont lus et sont intégrés dans la bibliothèque de candidats qu'on va aller voir, qui est la CVTech. Et dans cette CVTech, on va prendre par exemple Amine, voilà, qui est l'un des CV qu'on a parsé. Et donc, comme c'est du LinkedIn, on n'a évidemment pas le mail ni le téléphone, mais on a les principales informations, le nom, le prénom, et les principales compétences qui ont été extraites. Et ce qu'on ne voit pas, évidemment, à l'écran, c'est que ces compétences ont été scorées par ordre d'importance ou d'expérience par l'algorithme qu'on a développé. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai des besoins qui ont été posés par les commerciaux de ma société de conseil. Donc, je vais dans les besoins et là, j'ai un besoin d'un data analyst groupe de luxe et le commercial du client a mis le profil du poste. Donc, il me suffit derrière d'aller en bas et nous, ce qu'on a développé, c'est ce que vous voyez ici. Donc, l'annonce est reprise et on va rechercher dans les 300 profils LinkedIn dédiés à cette recherche les candidats les plus pertinents. On va faire envoyer et au bout d'1 à 2 minutes, on va avoir le classement de 1 à 400 de ces candidats avec un score de similarité. Et alors, ce n'est pas de la magie totale, parce qu'on va s'apercevoir qu'on va avoir un taux de pertinence qui est de l'ordre de 65% en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 20 premiers CV qui vont être sélectionnés dans les 300, il y en aura 6,5 sur 10 qui peuvent donner lieu directement à un entretien de recrutement. Ce qui veut dire qu'il faut quand même écarter 3,5 CV qui vont être soit ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des CV qui n'ont rien à voir. Je cherche un data analyst et j'ai trouvé un plombier. Mais comme il y a eu un premier filtre important fait par LinkedIn, c'est extrêmement peu probable. C'est plus probable dans la base globale de CV de la société de conseil, parce qu'on a la possibilité, avec cette application, soit de faire une recherche dans les CV LinkedIn du projet Syntec 9 octobre qui a été créé, soit de chercher, vous le voyez ici, bien qu'on ne voit rien parce que c'est en train de chercher, vous voyez ici tous les candidats de la CVTech, ce qui va inclure la base Syntec, mais également tous les CV existants dans la base de données de la société. Et donc là, on peut avoir des faux positifs. Mais donc, globalement, sur le terrain, on va voir le résultat s'afficher dans quelques minutes. Sur le terrain, la personne qui fait le recrutement, ce qu'elle a du mal, c'est à pouvoir avoir une dizaine de CV. Donc, en fait, on ne change pas un processus qui marchait déjà pas mal avant, c'est-à-dire de compter sur l'expérience du recruteur pour trouver les bons profils, pour couvrir les besoins de l'entreprise. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il va suivre son process normal et si le process que l'intelligence artificielle du système lui propose, ça lui prend très peu de temps d'avoir également, en plus, une dizaine de CV très pertinents. Donc, il va passer de 5 à 10 ou 15 CV. Donc, il va réellement optimiser les chances de pouvoir couvrir la mission dont il a besoin. Sachant que dans une société de conseil, le critère clé, c'est le temps. Parce que quand un grand client, en général, il travaille pour des grands clients, des grands groupes, qui cherchent des consultants pour des postes à pourvoir assez rapidement. Il s'adresse à des sociétés qui sont référencées chez eux, et il s'adresse à 2, 3, 4 sociétés. C'est celui qui répond, la société de conseil qui répond le plus vite avec le profil le plus pertinent, qui va être sélectionné. Donc, la clé, c'est de trouver des bons CV rapidement. Et donc, l'IA, en l'occurrence, les aide réellement à améliorer leur performance. Donc, sans avoir plus de personnes, ils arrivent à plus de recruteurs, ils arrivent à proposer plus de CV dans un temps plus court. Donc, ils sont plus performants que leurs concurrents
depuis qu'ils utilisent cette option de Boon Manager. Voilà, alors on va essayer de voir si la recherche a fonctionné. Et voilà, donc là vous avez le résultat. Donc on a un score de 90 pour Aoui Chichaoui, Zayed, et on va aller voir sa fiche candidat. Et donc Zayed, c'est l'un des CV LinkedIn qu'on vient de télécharger dans la machine. Et donc il nous dit que Zayed, ah c'est pas moi, c'est Boond, hein. Voilà, donc que Zayed, c'est lui, et son CV a été téléchargé, donc on peut jeter un petit œil. Et on voit que Zayed est data scientist et qu'il a les compétences AWS, Python, qui étaient demandées pour ce data analyst, d'où le choix premier de ce candidat qui, a priori, est un peu trop qualifié puisqu'il est data scientist et qu'on demande un data analyst. Alors certes, il a les skills, mais il va être peut-être un peu trop haut de gamme pour le poste. Mais enfin voilà, ça a fonctionné. Et voilà, ben, je suis à votre disposition s'il y a des questions, mais je pense que sur la partie recherche, parsing de CV et recherche de candidats, je vous ai montré comment ça fonctionnait sur l'ERP de Boon Manager, dans lequel vous avez le moteur Skill Miner de Myriad. Voilà. Très bien, un grand merci Charles-Éric, merci à tous les trois, donc Khalida qui nous a apporté cette vision macro et qui a repositionné en fait dans une stratégie RH les apports de l'IA, puisque encore une fois l'IA comme tous les outils numériques n'est qu'un outil, et donc si on perd de vue la stratégie et la vision qui doit, comment dire, savoir quel outil on va utiliser, on prend le problème à l'envers. Donc les outils, en fait, on va choisir ceux qui sont les plus adaptés en fonction de ses problématiques et de ses capacités. Et donc d'ailleurs, outils qui ont été très bien présentés à la fois par Paul et Charles-Éric. Donc maintenant, la parole est à vous, participants, c'est-à-dire que je vais vous demander, si vous le souhaitez, de lever la main pour pouvoir poser vos questions. Donc voilà, vos micros sont coupés, mais si vous avez des questions, vous avez une petite icône en haut sur la barre de Teams avec une main levée. Donc n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir votre micro pour donc poser des questions, et nos intervenants se feront une joie de vous répondre. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques échanges dans le chat, mais profitez-en, il nous reste encore plus de 5 grosses minutes pour pouvoir répondre en live à vos questions éventuelles. A priori, je pense que vos exposés étaient tellement clairs que du coup... Voilà, en attendant, juste pour vous préciser que ce webinaire de ce matin a été enregistré, et vous pourrez retrouver, pour ceux qui ont peut-être loupé le début, l'intégralité de nos échanges de ce matin sur la plateforme qui est dédiée sur Ensemble. Bon, visiblement pas de questions, je vois pas de main qui se lève. Bah écoutez, on va enchaîner comme ça. Ah si, pardon, j'en ai une, autant pour moi. Alors, il faut juste que j'arrive à trouver qui c'est qui lève la main. Alors c'est la team. Bonjour. Oui, on vous entend, allez-y. Vous m'entendez? Super. Bonjour, Nora Yenek, responsable de DIFIS Lab, donc il y a un laboratoire de recherche dédié aux technologies pour apprendre. Et donc je voulais dire, j'étais ravie de la présentation que vous avez faite ce matin. Moi, je m'intéresse en particulier dans les projets que nous menons aujourd'hui à la relation, enfin en tout cas à l'intérêt peut-être de l'utilisation de l'IA en lien avec l'apprentissage, c'est le fait d'apprendre et le développement des savoirs, mais qui finalement mène à la compétence. Donc vous voyez, du coup, je suis super intéressée parce qu'en fait c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est la brique d'après ce que vous avez présenté, mais en fait j'ai les mêmes questionnements ou difficultés peut-être. Voilà, donc je voulais déjà vous remercier pour votre présentation. Et en fait, peut-être par rapport à la présentation que vous avez faite, notamment, vous savez, sur le... je fais juste un focus
quand vous dites que vous avez travaillé et analysé notamment tous les référentiels de compétences sur les observatoires de branches, etc. Donc, je trouve que la démarche, elle est super intéressante. Mais j'ai presque envie de dire quelles seraient vos difficultés aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pose problème? Vous voyez, il y a plein de choses que je trouve géniales et que j'ai envie d'explorer. Du coup, je vais regarder plus en amont chacun de vos travaux. Mais finalement, voilà, quels seraient les obstacles? Parce que l'idée aujourd'hui, c'est aussi de les lever pour pouvoir les implanter plus facilement dans les entreprises. Enfin, je pense qu'à mon avis, on partage vraiment cette vision-là. Donc, quels seraient un petit peu les obstacles? Et le deuxième point, alors après, moi, je suis, je suis chercheur associé à un laboratoire de psychologie cognitive et je travaille sur la motivation. Donc, j'ai trouvé intéressant tout à l'heure de voir en fait que vous aviez intégré dans votre solution le fait de pouvoir indiquer son. Alors, en tout cas, c'est une auto-évaluation, mais tout de même, ça donne un peu la main à l'individu, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas non plus avec des systèmes complètement où on prescrit et puis on dit bah toi tu vas là parce qu'on a vu qu'il manquait ça et c'est comme ça. Donc je trouve que la démarche elle est super intéressante. Après nous de notre côté on a des outils en psycho-cognitive et sur la question de la motivation où on pourrait vraiment finalement faire la même chose que ce que vous avez fait sur d'autres critères et essayer de travailler là-dessus pour affiner un petit peu la question. Enfin voilà, c'était plus un petit échange. C'est aussi pour vous remercier parce que vos 3 interventions étaient très claires. Super. Peut-être juste pour répondre à votre question sur les difficultés principales qui sont les freins aujourd'hui qui restent encore présents. Moi, je pense à 2 freins déjà principaux. Le premier, c'est le fait que cette détection de compétences, elle se fait de manière souvent inégale en fonction de la nature des compétences. C'est-à-dire que, par exemple, le système que je vous décris sur la recherche, on part d'observatoire et après derrière on apprend pour détecter de nouvelles compétences et venir enrichir le référentiel. C'est super pertinent sur des compétences informatiques. Alors là, c'est hyper fiable. On détecte des langages informatiques parfois 1 an avant qu'on commence à en parler en France. Donc ça, c'est intéressant. Là où c'est parfois plus complexe, c'est sur des compétences qui sont plus soft ou plus générales. Donc ça, c'est un sujet donc il faut plus d'entraînement, plus de profondeur. Donc ça, c'est vraiment une question de temps et d'entraînement. Puis après, il y a des nouveaux modèles qui sortent régulièrement, donc ça permet aussi d'améliorer. Deuxième sujet qui est souvent complexe, c'est le fait que quand on introduit les compétences, quand on introduit ces compétences en entreprise, souvent ce sujet de la compétence, surtout dans des périodes un peu mouvementées comme celle qu'on vit en ce moment, se pose la question de quand on évalue les gens sur les compétences, quelle est la finalité? Et donc, le choix, donc le truc qu'on a en tête, c'est est-ce que c'est pas pour faire une évaluation, de savoir qui va sortir, qui va rester. Et donc, ce qui fait que c'est important pour que dans les relations sociales, de s'assurer que les compétences, le premier pool de compétences qu'on va attacher sous des métiers, par exemple, quand on aide l'entreprise à bâtir son référentiel, c'est important de s'appuyer sur des compétences qui sont issues d'observatoires paritaires et de s'assurer que la traçabilité, d'expliquer pourquoi cette compétence, elle a été rattachée à ce métier, que ce soit extrêmement clair et pas qu'il y ait le sentiment que c'est l'outil qui a fait ça tout seul, parce que sinon, ça inquiète tout le monde en disant, mais attendez, quelle est la finalité, etc. Donc, c'est de se dire déjà la grille de compétences, c'est issu d'un observatoire paritaire, donc c'est déjà ce socle. Et après, la deuxième chose, c'est que l'outil va faire des propositions à l'entreprise en disant, regardez, il y a peut-être cette compétence qui est en train de se développer, cette tendance, mais l'entreprise à la main, avec ses commissions de validation interne, pour dire, OK, cette suggestion, je l'intègre ou je l'intègre pas. Donc, c'est juste une question de process et d'intégration dans l'entreprise, mais c'est important de tenir compte de ça pour que tout outil est utile s'il est utilisé. Donc, il faut que ça soit, il faut déjà lever ce frein, enfin, il faut rassurer sur la finalité de ce type d'évaluation de compétences, quoi. En fait, sur la finalité et la qualité des données de départ, qui est toujours le vrai sujet, c'est-à-dire d'être sûr que ça a été bien construit au début pour pouvoir faire marcher tout ça, en fait. Exactement, c'est ça. Et ce process amont, il doit être très clair, très explicable, pour qu'on comprenne parce qu'on sait tous que c'est une importance clé, quoi. C'est-à-dire qu'on va proposer des formations, on peut proposer des mobilités. Donc finalement, la compétence, ça devient une sorte de nouvelle monnaie d'échange maintenant au sein des organisations. Et par contre, si cette monnaie n'est pas bien structurée en amont, et pas validée, et pas de qualité, on a un problème. Donc c'est ce petit process amont il faut toujours avoir en tête, parce que souvent on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant non, mais moi j'ai pas besoin de référentiel, je vous le mets, il n'y a pas de problème, etc. Faire quand même attention, parce que même si dans la pratique il y a plein de choses qui sont faisables, il y a un process un peu carré à suivre pour que derrière tout le monde se l'approprie, quoi. Merci beaucoup pour ces précisions.
Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres remarques suite à ces différentes présentations? Si ce n'est pas le cas, on ne va pas être mauvais puisqu'il est 59, donc on va tenir pile poil dans l'heure qui était dévolue à ces échanges. Donc encore un grand merci à Khaleda, à Paul et à Charles-Éric. Je voulais simplement terminer pour vous partager le calendrier donc, des prochaines sessions des petits déjeuners de l'intelligence artificielle. Alors session qui se termine en décembre pour une raison évidente de jours fériés et de ponts. On n'en aura pas en novembre, donc on se retrouvera non pas dans un mois, mais dans 2 mois pour donc cette ultime session de 2020, année 2020 un peu raccourcie hein, avec les événements qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais on finira en beauté, entre guillemets, après ce sujet RH qui était extrêmement passionnant et encore une fois, pas assez traité à mon avis dans l'IA, mais on voit tout l'apport de l'IA au RH. Là, on terminera par le coordinateur national donc pour l'intelligence artificielle Renaud Vedel, qui viendra nous parler le 11 décembre de la nouvelle stratégie nationale de l'IA, puisque donc celle-ci a été initiée suite à la présentation du rapport Villani en 2018. Elle a été initialisée dans la foulée. Et puis, le volet économique qui avait été présenté notamment en juillet 2019 à Bercy est en train d'être mis à jour et donc on aura la chance d'avoir la présentation de cette nouvelle version du volet notamment économique de déploiement de l'intelligence artificielle qui sera présentée par son grand maître d'œuvre, en l'occurrence Renaud Vedel. Vous pourrez retrouver de toute manière tous ces événements sur le site de Syntec Numérique dans la rubrique dédiée et donc vous retrouverez cet événement parmi tous les autres qu'on organise. Je voulais simplement finir sur une annonce puisque donc en novembre on n'aura pas de petit déjeuner IA mais on aura un gros événement sur un sujet alors qui va intéresser aussi forcément les RH, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les IA soient éthiques. Et donc, dans un cas d'application comme celui qu'on vient de traiter d'aujourd'hui, c'est absolument important, hein, Khalida l'a évoqué. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces solutions d'IA soient éthiques. Comme l'expliquait Paul et Charles-Éric aussi, comment est-ce qu'on arrive à montrer, à expliquer la manière dont fonctionnent ces algorithmies et qu'on ait une garantie de transparence, de loyauté, de maîtrise, de sûreté des outils et d'équité également, donc en évitant tous les biais. Et donc du coup, pour pouvoir travailler sur cette question de l'éthique by design dans l'IA, on organise un cycle. Alors au départ, ça devait être sur une journée. Là, en fait, on va faire ça sur plusieurs semaines, donc un cycle en 4 phases pour arriver à définir des bonnes pratiques qui seront donc synthétisées dans un guide méthodologique pour une IA éthique by design qui sera remise au pouvoir public donc en mars l'année prochaine. Et donc le lancement de ce cycle a lieu le 10 novembre. Alors à la fois en présentiel dans les villes participantes, en l'occurrence Paris, Sofia, Antipolis, Toulouse, une ville à déterminer encore en région Grand Est. Et certainement Grenoble aussi. Alors pourquoi ces villes-là? C'est parce que 4 de ces 5 villes sont des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Donc on travaille en lien avec eux et avec de nombreux autres partenaires. Mais vous pourrez également suivre cette session de lancement du cycle le 10 novembre. Et donc on vous expliquera plus en détail comment est-ce que vont s'organiser ces travaux. En tout cas, notez le 10 novembre 2020 à 9 h du matin pour pouvoir assister, si vous le souhaitez, à ce lancement de cycle. Voilà, je tenais encore une fois à remercier très chaleureusement nos 3 intervenants qui vraiment nous ont fait découvrir des choses et nous ont présenté des outils très intéressants. Donc merci Khalida, merci Paul, merci Charles-Éric. Et puis donc je vous donne rendez-vous pour le prochain petit déj de l'IA le 11 décembre et avant cela pour le lancement du hackathon éthique en IA le 10 novembre. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.